Ok, je m'y penche rarement, mais là j'ai bien envie de vous parler un peu en détail du documentaire de fin. Parce que oui, on voit un petit peu comment sont traités les éléphants en Inde. Et à un moment donné, il y a le réalisateur qui apparaît pour faire une dédicace. La dédicace en question, alors vous allez voir, c'est extraordinaire. Il peint les mots mystérieux cités d'or sur la gueule d'un éléphant. Dédicace. Ouah, super recherché. Et c'est même pas présenté un petit peu joliment ou quoi que ce soit, hein. C'est juste mystère. Je m'arrête à R parce qu'il y a pas assez de place. Je saute une ligne. Yeuse. Cité d'or. Oui. Waouh, dédicace trop fort. Je me sens trop fier d'être un fan de la série, hein. Ouh. C'était ça. Ouh. Et donc, ça me fait dire. Apparemment, à chaque fois qu'il y avait des documentaires sur les différents pays, le réalisateur s'y rendait en fait. Pour faire des vacances en gros, parce que c'est ce qu'il fait, hein. Il filme des trucs, ah regardez, ça passe comme ça, c'est tel endroit, et puis voilà, il passe du bon temps, il passe des vacances quoi. C'est ça le truc en fait. C'est ça qui se passait quand il tournait différents documentaires. Il y a le réal et ses potes qui passaient la plupart du temps des vacances. Ouais. Je sais pas, hein, quand vous le montrez comme ça, c'est l'impression que ça donne. Et puis aussi, un petit truc en plus, dans le scoop des Pichou, il y a le narrateur, mais qui nous pète un câble à un moment donné. Genre, quand il raconte, oui, maintenant, les éléphants sont plus trop utilisés comme moyen de locomotion. Maintenant, pour visiter le pays, il y a ces véhicules-là. Ouah, donc, ils montent des espèces de véhicules à trois roues qui vont à peu près aussi vite que moi quand je cours un petit peu, à peu près ça. Hein, donc bon, j'imagine qu'il y avait aussi la circulation à prendre en compte, mais ouais, et il est surexcité quoi. Il dit oh maman, je dis oh, calme-toi mec, c'est juste une voiturette à trois roues, hein. Calme ta joie, waouh, qu'est-ce que c'est que ce délire. Voilà, pour l'instant c'est le documentaire qui m'a le plus marqué, pas forcément bien, mais c'est celui qui m'a le plus marqué. Donc oui, l'histoire se poursuit. Alors que déjà, ouais, Pichou doit échapper à un serpent, hein, suspense. Et oui, pendant 30 secondes, il nous fait ce suspense de merde où il vole à quelques mètres du sol, il vole plus haut, débile. T'es un oiseau, merde. Et donc il doit échapper au serpent. Et il finit par l'avoir avec un effet sonore ridicule parce qu'ils adorent faire des onomatopées à la con dans cette série. Et donc voilà, ça servait absolument à rien. On est d'accord, hein, on aurait pu virer ce passage-là, ça aurait été exactement la même. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais parler de certaines choses parce qu'il va y avoir beaucoup de trucs en parallèle et on va les voir un peu une par une. On va d'abord parler de ce qui se passe avec Esteban et Zia qui doivent préparer le Grand Condor. Donc, oui, Esteban finit par poser le Grand Condor un petit peu en catastrophe parce que son aile marche pas très bien et ils doivent un petit peu régler le problème d'épée qui est coincée dans l'aile. Moi je pensais qu'ils avaient qu'à la retirer ou quoi que ce soit. Il y a peut-être moyen, je sais pas, de faire bouger l'aile de façon à ce qu'elle soit moins coincée, mais non, apparemment c'est un gros problème. Ça va accaparer beaucoup de temps d'Esteban qui essaiera de trouver des solutions pour la sortir de là. Ouah, j'entendais pas ce que vous étendiez autant sur ce détail-là. Et puis honnêtement, est-ce que Zia pourrait pas juste la faire sortir avec sa télékinésie, bordel? Punaise, elle a des super pouvoirs, faites-la s'en servir, merde. Donc ouais, tout un délire durant la nuit où ils doivent se dépêcher de réparer ça parce que ils doivent partir dès l'aube demain. Et ouais, il a passé toute la nuit à faire des petits systèmes à la con. Esteban, il se rend compte au bout d'un moment qu'il va utiliser plutôt la force de l'éléphant pour ça. Voilà, l'éléphant du coin. Il lui faut trois plombes avec Gunjan pour attacher une corde à l'éléphant et l'autre extrémité à l'épée. J'ai pas trop compris ce délire. Pourquoi il passe autant de temps sur ce délire-là? J'imagine qu'il leur fallait des cordes résistantes, ce genre de conneries. Et quoi qu'il en soit,
Parallèlement avec Zia, il se passe autre chose puisque Pichou arrive pour leur donner le message. Et le message, en gros, c'est que le Raja est empoisonné par Ambrosius, ça on le savait, via une espèce de plante quelconque. Je suis sûr que c'est un nom qu'ils ont inventé. Et Zia connaît, puisqu'elle s'y connaît en plantes, et elle sait qu'il existerait un remède à ça, mais elle n'a pas les plantes qu'il faut. Et elle se dit pas, ah, et si je regardais dans le coin s'il y avait des plantes. Non, elle se dit pas ça, quoi. Elle se dit, oh tant pis, c'est pas grave, on va pas pouvoir faire ça. Mais bon, heureusement, pour elle, les enfants ont un peu plus de présence d'esprit et se disent, ah, on a une guérisseuse, elle a des tas de plantes dans son coin là où elle vit, on va montrer ça à Zia et Zia se dit ah mais je vais peut-être pouvoir faire un remède et voilà donc il y avait besoin de ce truc là, j'en sais rien, vous avez montré Zia plutôt perspicace pendant pas mal de temps et ça c'est un truc tout bête qu'elle aurait pu savoir, en plus que ça correspondait totalement à son domaine de prédilection, enfin bon. Voilà, elle travaille d'arrache-pied durant la nuit pour créer un remède et elle y arrive à temps, juste à temps pour que elle soit présente lors du décollage du Grand Condor. Alors, parallèlement, il se passe deux autres choses. Il y a très rapidement Sancho, Pedro et Mendoza qui traversent le courant du fleuve pour se rendre en dessous du palais et gros coup de chat, ce fleuve avec tous ces espèces de chutes, ça n'arrête pas de descendre, etc., mène directement à l'endroit où il y a l'usine, la fabrique. Gros coup de chat, hein, je me demande ce que vous auriez fait si ça n'avait pas été le cas. Et en même temps, il se passe certains moment autour d'Ambrosius et Tao, où Tao se fait un peu pincer par Ambrosius, qui est pas totalement con, qui a vu qu'il joue un peu double jeu pour aider Athanaos. Il essaye quand même de continuer à l'amadouer après. Je vois que tu fais les choses par fidélité, par loyauté, et je vais essayer de te prouver que ce serait mieux de montrer sa loyauté envers moi qu'envers les autres. Et alors son truc pour le convaincre c'est de lui montrer le résultat de ses recherches, et donc c'est les fameux soleils noirs. Et qu'est-ce que c'est? C'est des armes à la con, enfin du peu que j'en ai vu, quoi, c'est une espèce de petites boules de chaleur qui apparemment formées d'oricalque, semble-t-il, hein, je vois pas pourquoi il pourrait les contrôler avec sa couronne de mue, hein, sinon. Et donc, ouais, ça balance des espèces de rayons qui font fondre la matière, un truc comme ça, une espèce d'arme à la con. Voilà, c'est ça, les soleils noirs. Originalité. Originalité. Et ouais, c'est là qu'on voit ses plans, qu'il les dévoile et ça va pas voler très haut non plus, puisque ce qu'il veut, c'est contrôler le monde. Je veux dominer le monde. Je serai plus apte à diriger les pays que ces rois ineptes, blablabla. Mégalomanie de base, ça gâche un peu le personnage parce que je trouvais qu'il avait une certaine classe et un mystère qui l'auréolait, que ce soit en tant que Zarès qu'en tant qu'Ambrosius, et ses intentions c'est juste oh, je veux avoir le pouvoir pour dominer le monde parce que je suis supérieur à Urek. Et qu'on soit d'accord, il y a des personnages qui sont totalement comme ça dans la mentalité que j'adore. J'adore Jafar par exemple, alors que c'est totalement son truc. Hein. Le truc c'est que il n'a pas été présenté comme ça au début. Et je sais pas, j'espère un peu plus de complexité de sa part. C'était l'ajout de la saison 2 qui m'avait le plus plu. J'ai adoré Ambrosius et j'aimais beaucoup la présence de Zarès. Et que ce soit résumé à ça, ça fait un peu effet pétard mouillé, je trouve. Voilà. Et le pire là-dedans, c'est surtout qu'il croit espérer convaincre Tao avec ça. Genre, suis-moi, Tao, ensemble nous pourrons dominer le monde, c'est la place qui sied à des génies tels que nous. T'as pas suivi en fait le personnage de Tao, c'est ça, je pensais qu'il y avait un début de quelque chose entre vous, que t'avais quand même un peu commencé à le cerner, mais c'est juste pour ça que tu l'as capturé, parce que techniquement, il a besoin de Tao pour rien du tout, hein. Mais pour absolument rien du tout.
il a servi absolument que dalle pour Ambrosius. Mais il tenait à l'avoir dans ses rangs parce que... Parce que je sais pas. Voilà, si on avait montré qu'il avait du mal à faire des traductions de certaines stèles, de certains langages, je me serais dit ok, mais c'est pas le cas, hein, il y arrive très bien, il fait très bien ses soleils noirs sans ça. Donc il aurait une espèce de pseudo-affection pour lui, mais une affection un peu aveuglée par le fait qu'il se voit comme supérieur et il considère que lui aussi devrait se voir comme supérieur avec lui. Je sais pas, je trouve qu'il était plus intelligent que ça et qu'il arrivait quand même à mieux cerner la personnalité de Tao. Et même si Tao s'est montré très vantard et chauvin, il était quand même loin d'afficher la même mégalomanie que toi, vieux. Et le fait que tu crois que ça puisse marcher, je trouve ça, je trouve ça très con de ta part. Voilà, j'aime vraiment pas la façon dont vous avez simplifié Ambrosius maintenant. Vraiment pas. Enfin bon, c'est là que l'attaque se met en place, tandis qu'Ambrosius attend un petit peu de pied ferme ça, sachant qu'il n'a pas attendu grand chose puisqu'il va se laisser avoir par beaucoup de trucs quand même. Donc, pendant que Mendoza et les deux Pecno s'occupent des gardes, des parents qui travaillent de force dans la fabrique souterraine, via des méthodes débiles, du genre youhou, je suis derrière un pilier, venez me chercher. Les deux gardes vont le chercher sans prévenir personne, bien sûr. Et ils pourraient sonner l'alerte là, hein. Ils pourraient sonner l'alerte, mais non, 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 ils vont le voir tous les deux pour se faire assommer bêtement, par surprise complètement inexplicable parce qu'il n'y a pas grand chose à cacher derrière ce pilier. Ils se dirigent derrière ce pilier, ils devraient voir venir des trucs, mais non, ils sont assommés bêtement sans qu'on le montre. Voilà, c'est ce genre de mise en scène débile qu'il faudrait éviter pour essayer de rendre votre histoire cohérente. Mais non, hein, à la place, on va avoir des tonnes de trucs débiles et ridicules qui ne font que rendre stupides ces gens-là alors qu'il y avait quelque chose de fort dans leur organisation avant. Ils avaient un côté mystérieux, hein, on est organisé tout ça. Là, non, on est des débiles profonds, on se fait avoir par les tours les plus stupides qui soient. Il y a un moment donné, il y a Sancho qui fait sentir sa chaussure à l'un d'entre eux. Merci de me prendre pour un con, hein. J'imagine que si vous avez 8 ans, ça peut vous faire rire, ouais. Donc, pendant ce temps-là, il y a Esteban qui décolle avec son grand condor et qui impressionne un petit peu les gardes du coin, et ça met un petit peu tout le monde sur le qui-vive. Tandis que Mendoza est parvenu à retrouver l'endroit où se trouvait enfermé Tao et le suit jusqu'à l'appartement d'Athanaos qui compte délivrer, mais c'est là que l'Aguera apparaît pour un duel. Alors j'espère vraiment que vous allez essayer d'étoffer ce personnage parce que vous aviez un début de quelque chose dans l'épisode 14 qui était pas trop mal, mais maintenant vous dites, ouais, c'est bon, c'est sa némésis, ce sont des rivaux, tout ça, et ouais, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à développer autour de la Guerra par rapport à son passé. Déjà pourquoi est-ce qu'elle suit Ambrosius, qui est littéralement un sale con qui veut dominer le monde? Est-ce que c'est juste elle aussi une sale conne mégalo qui veut dominer le monde avec lui? Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ça? Est-ce qu'elle suit une quête de vengeance pour son père, sachant que on pourrait jouer là-dessus, à nouveau? Est-ce que si ce qu'elle cherche c'est la vengeance pour son père, il n'y aurait pas moyen d'amener un développement du personnage, la faire se rendre compte que Mendoza n'est pour rien pour la mort de son père, mais c'est la facilité scénaristique pourrie de la fin de la saison 1 qui s'est dit oh merde on n'a plus besoin d'eux. On pourrait essayer de jouer là-dessus, vous voyez, la faire évoluer en se rendant compte que sa voix n'est pas la bonne et que cette espèce de besoin refoulé de vengeance qu'elle a recherché n'est en fait pas la bonne voie à suivre. Par exemple, il y a moyen de faire pas mal de choses autour de la Guerra pour le peu qu'on a montré. J'espère que ça va pas juste être la sbire un petit peu glorifiée qui sait bien se battre mais qui n'ira pas plus loin que ça.
Tout ce que j'espère. Enfin bon, hein, ça se termine là-dessus, hein, cette partie-là. Ils sont en train de se battre en duel, comment ça va se passer. Et pendant ce temps-là, il y a Zia qui continue de manœuvrer le Grand Condor pour faire un petit peu peur à tout le monde, tandis que Esteban a réussi à s'infiltrer dans le palais. Alors, je sais que je me suis un peu plaint du fait que vous donniez un peu trop d'importance à Zia, mais je trouverais ça un peu plus logique que vous le fassiez dans l'autre sens. On a montré qu'Esteban avait plus de facilité, était plus aisé pour manipuler le Grand Condor avant, logiquement. Donc, ce serait plutôt à lui de conduire le Grand Condor, tandis qu'Esteban se rendrait auprès du Raja pour lui administrer son remède, parce que, voilà, hein, elle s'y connaît plus en remède. Vous voyez, dans ce cas présent, ça aurait été plus logique de faire en sorte que ce soit Zia qui s'en occupe. D'autant plus qu'elle n'a pas le vertige. Contrairement à Esteban, on nous le rappelle qu'il doit une fois de plus confronter son vertige. Et ça me fait poser une autre question aussi. Est-ce que le remède qu'elle a concocté, ça va genre totalement le soigner de sa dépendance tout de suite? Parce que je sais pas trop, mais de tous les cas de dépendance envers une quelconque plante, en général, ça se résout pas comme ça. Genre, t'as un antidote et vas-y, tu vas mieux, tu reprends tes esprits en 30 secondes. En règle générale, faut un petit peu sevrer ce genre de choses. C'est quelque chose qui se fait sur le temps. Et non avec un remède miracle. Mais apparemment, oui, ça va être un remède miracle, semble-t-il. Enfin, je sais pas, qu'ils vont essayer de jouer un petit peu sur la durée par rapport à ça, ce serait pas plus mal, mais bon. Quoi qu'il en soit, Esteban se rend auprès de là où habite le Raja, le Maharaja, et il est accueilli par Ambrosius qui l'attendait de pied ferme. Ah, bonjour Esteban, et il l'attaque avec ses soleils noirs et suspense, cliffhanger, etc. Vous connaissez le refrain. Il y avait pas mal de moments d'action que j'ai appréciés. Quelques passages que j'ai trouvé intéressants en termes de tension, hein, le temps joue contre nous, etc. Ce qui fait que j'ai réussi à apprécier un tout petit peu cet épisode, malgré les trucs un petit peu gros et forcés qu'on nous sert à la pelle depuis quelques temps. Les guignoleries de Sancho et Pedro qui m'ont gavé pour changer, etc. Tout ça, ça rabaisse l'épisode. Alors qu'il aurait pu être vraiment sympathique et si vous aviez été plus fin pour montrer certains de vos dilemmes, certains de vos conflits, la façon dont Mendoza et les autres s'infiltrent dans le palais aurait pu être fait de façon beaucoup moins ridicule. Ambrosius aurait pu être un méchant moins je vais dominer le monde. Ça aurait pu être plus fin, ça, vous voyez. C'est ça qui baisse beaucoup l'épisode pour moi et qui fait que c'est juste acceptable, sans plus. Et ça a l'air bien parti vers une conclusion sans doute pour l'épisode suivant. À bientôt pour l'épisode 17. Bye.